Chapitre 2. Rec regardait en silence le palefrenier sceller le hongre alezan. Il n'aimait pas ce cheval. Il avait le regard mauvais et les oreilles rabattues sur le crâne. Le palefrenier, un jeune homme assez maigre, fredonnait gentiment dans son oreille, pendant que ses doigts tremblants serraient les sangles. « Pourquoi ne m'as-tu pas dégoté un cheval gris ?» demanda Rec. Horeb se mit à rire. « Parce que cela n'aurait fait qu'ajouter au ridicule de la situation. Et je suis bien en dessous de la vérité, Rec. Tu ressembles déjà à un pan, et d'après moi, tous les marins de l'Entria vont te donner la chasse. Non, un alezan semblait plus raisonnable. » Plus sérieusement, il ajouta « Et dans la forêt de Graven, il est peut-être préférable de ne pas attirer l'attention. Et pourquoi pas un grand cheval blanc tant que t'y es? Tu passerais difficilement inaperçu. » « Je crois qu'il ne m'aime pas. Tu vois la façon qu'il a de me regarder ?» Son père était l'un des chevaux les plus rapides de tout Drenan. Sa mère était un cheval de guerre dans les lanciers de l'Entailleur. On ne peut pas trouver meilleur pédigré. « Comment s'appelle-t-il » demanda Rec, pas vraiment convaincu. « Lancier » répondit Horeb. « Ça sonne pas trop mal. Lancier. Eh bien, peut-être. Mais juste peut-être. »« Jonquille est prêt, monsieur » fit le palefrenier en s'éloignant de l'alezan. Le cheval balança sa tête, essayant de mordre le jeune homme battant en retraite, qui trébucha et tomba sur le gravier. « Jonquille » fit Rec. « Tu m'as acheté un cheval qui s'appelle Jonquille ?»« Depuis quand tu t'intéresses au nom, Rec ?» répondit innocemment Horeb. « Appelle-le comme tu veux, tu ne peux pas nier que c'est une belle bête. »« Si je n'étais pas maître dans l'art d'être ridicule, je le ferais museler. »« Où sont les filles ?»« Trop occupées pour venir faire leurs adieux à un feignant qui ne paye jamais ses notes. Et maintenant, va-t'en !» Rec se dirigea prudemment vers le hongre en lui parlant calmement. Ce dernier lui jeta un regard maléfique, mais le laissa monter sur la large selle à dossier. Rec saisit les rênes et ajusta son manteau bleu afin qu'il tombe correctement sur la croupe du cheval, puis le fit avancer vers les portes. « Rec ! J'ai failli oublier !» lui cria Horeb en rentrant dans la maison. « Attends un instant !» Le grand tavernier disparut pour émerger de nouveau quelques secondes plus tard, un arc court fait de cornes et d'ifs et un carquois de flèches aux plumes noires dans les mains. « Tiens, un voyageur m'a laissé ça en guise de paiement il y a quelques mois. Ça m'a l'air d'être une arme solide. »« Formidable » fit Rec. « Dans le temps, j'étais un sacré archer. »« Oui, » dit Horeb. « Quand tu t'en sers, souviens-toi juste que le bout pointu doit partir loin de toi. Et maintenant, va-t'en. Et prends soin de toi. » Merci, Horeb. Toi aussi. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit pour les bougies. Pas de danger que j'oublie. Allez, mon garçon. Mets-toi en route. Et que la chance te sourie. Rec galopa vers la porte sud, tandis que les guetteurs taillaient les mèches des lanternes. Les premières lueurs de l'aube avaient disparu des rues de Drenan, et de jeunes enfants jouaient sous la herse. Il avait choisi la route du sud pour la meilleure des raisons. Les nadirs venaient du nord, et le plus rapide pour éviter une bataille était d'aller tout droit dans le sens inverse. D'un coup de talon, il força le hongre à aller de l'avant vers le sud. À sa gauche, le soleil levant atteignait les pics bleus des montagnes orientales. Dans le ciel azur, les oiseaux chantaient. Derrière lui montaient les premiers bruits d'une ville qui s'éveille. Mais c'était sur les nadirs que le soleil se levait. Rec le savait bien. Pour les Drenailles, c'était le crépuscule qui s'annonçait. Se levant sur ses étriers, il scruta la forêt de Graven, si blanche et vierge sous la neige. Pourtant, c'était un lieu sur lequel courait un nombre incroyable de légendes maléfiques, et en temps normal, il l'aurait évité. Le fait qu'au contraire il y pénètre était révélateur de deux choses. Premièrement, les légendes étaient toujours construites autour des activités d'un homme bien vivant. Deuxièmement, il connaissait bien cet homme-là. Reynard. Lui et sa bande d'égorgeurs assoiffés de sang avaient établi leur quartier général dans Graven, et étaient une plaie béante et purulente pour le commerce. Les caravanes étaient pillées, les pèlerins assassinés, les femmes violées. Et pourtant, aucune armée ne pouvait les localiser tant la forêt de Graven était vaste.
Reynard. Son père était un prince des enfers, sa mère une noble du Lalia. Du moins, c'est ce qu'il disait. Rek avait entendu dire que sa mère était une prostituée lentriane, et son père un marin de passage. Il n'avait jamais répété ce secret car, comme dit la formule, il n'avait pas les couilles pour ça. Et même s'il les avait tues, songea-t-il, il ne les aurait pas gardées longtemps après avoir parlé. L'un des passe-temps favoris de Reynard avec ses prisonniers, c'était de les faire rôtir par petits bouts sur des charbons brûlants, et de servir la viande une fois cuite aux pauvres diables qui avaient été capturés avec eux. Si jamais il rencontrait Reynard, il avait plutôt intérêt à le flatter comme pas deux, et si ça ne suffisait pas, autant lui servir d'informateur, lui révéler l'itinéraire de la prochaine caravane, et cravacher aussitôt le plus loin possible. Rek s'était toujours débrouillé pour connaître tous les détails sur les caravanes qui traversaient la forêt de Graven, et leurs itinéraires probables. La soie, les pierres précieuses, les épices, les esclaves, le bétail. En vérité, ça l'aurait ennuyé de révéler tout ça. Rien ne lui ferait plus plaisir que de chevaucher tranquillement dans Graven, sachant que les caravaniers s'en étaient remis aux dieux. Les sabots de l'alezan faisaient peu de bruit sur la neige. Rek le fit avancer au pas pour éviter que des branches cassées ne le fassent trébucher. Le froid commençait à passer à travers l'épaisseur des vêtements, et très vite, ses pieds furent gelés malgré les cuissardes. Il fouilla dans son sac pour en extirper une paire de mitaines en peau de mouton. Le cheval continua sa route. À midi, Rek décida de s'arrêter pour un bref encas froid, entravant le hongre près d'un ruisseau. Avec une dague vagriane à large lame, il brisa la glace afin que la bête puisse boire, et lui donna une poignée d'avoine. Il flatta le cou du cheval, et l'alezan allongea aussitôt la tête, montrant ses dents. Rek fit un saut en arrière, tombant à la renverse dans la neige. Il y resta un moment et se mit à sourire. « Je savais bien que tu ne m'aimais pas, » fit-il. Le cheval le regarda et s'ébroua. Alors qu'il allait remonter en selle, Rek jeta un coup d'œil à l'arrière-train du cheval. Il avait de profondes cicatrices autour de la queue. Doucement, il les toucha de la main. « Eh bien, dit-il, il semblerait que quelqu'un t'a donné quelques coups de fouet, hein, jonquille. Ça t'a pas maté pour autant, pas vrai ?» Il sauta en selle. Avec un peu de chance, pensa-t-il, il devrait sortir de la forêt d'ici 5 jours. Alors que Rek s'avançait plus profondément dans la forêt, les chênes aux troncs noueux et aux racines emmêlées projetaient des ombres inquiétantes sur la piste, et la brise nocturne faisait murmurer leurs branches. La lune, qui pointait au-dessus des arbres, éclairait le reste de la piste d'une lumière d'outre-tombe. Claquant des dents, il se mit en quête d'un bon endroit pour dresser son camp, mais ne le trouva qu'une heure plus tard dans une petite clairière près d'une fontaine gelée. Il construisit un paravent à l'aide de buissons pour protéger le cheval, le nourrit, et enfin se fit un petit feu à l'abri d'un chêne abattu et d'un gros rocher. À l'abri du vent, la chaleur se conservait dans la pierre. Rek décida de se faire un thé pour mieux faire passer la viande de bœuf séchée. Puis il ramena sa couverture sur ses épaules, et, adossé au chêne, il regarda les flammes danser. Un renard rabougri sortit son museau d'un buisson et contempla le feu. Par réflexe, Rek lui lança une tranche de bœuf. L'animal cligna des yeux, regarda l'homme puis la nourriture à plusieurs reprises, avant de se précipiter sur le morceau posé sur le sol glacé. Et il s'enfuit dans la nuit. Rek tendit ses paumes vers le feu et songea à Horeb. Le grand tavernier l'avait élevé après que son père avait été tué dans les guerres du Nord, contre les Satuli. Honnête, loyal, fort et de confiance, Horeb était tout ça à la fois. Et aussi, il était bon. Un vrai prince parmi les hommes. Rek avait réussi à lui rendre l'appareil par une nuit dont il se souvenait bien, où 3 déserteurs vagrianes l'avaient attaqué dans une allée à côté de la taverne. Heureusement, Rek avait bu ce soir-là, et lorsqu'il avait entendu les premiers sons de l'acier qui s'entrechoquent, il avait foncé. Dans l'allée, Horeb menait un combat perdu d'avance. Son couteau de cuisine n'était pas de taille contre 3 épées. Mais le vieil homme avait été soldat, et il savait se déplacer. Rek avait été figé sur place, oubliant qu'il avait lui-même une épée. Il avait bien essayé d'avancer, mais ses jambes avaient refusé de bouger. Soudain, une épée avait passé la garde d'Horeb, lui ouvrant largement la jambe.
Rek avait hurlé, et le son avait libéré sa terreur. L'affrontement sanglant n'avait duré que quelques secondes. Rek s'était débarrassé du premier assaillant en lui ouvrant la gorge, avait paré un coup d'estoc du second et donné un grand coup d'épaule au troisième, le projetant contre un mur. Toujours au sol, Horeb avait attrapé ce dernier, l'avait attiré à lui et l'avait poignardé avec son couteau de cuisine. Le deuxième homme avait alors pris la fuite. « Tu as été magnifique, Rek !» disait toujours Horeb. « Crois-moi, tu te bats comme un vétéran. » Les vétérans ne restent pas paralysés de terreur, pensa Rek. À présent, il jetait des brindilles dans le feu. Un nuage passa devant la lune, et un hibou ulula. La main de Rek se referma sur sa dague. Saleté d'obscurité, pensa Rek. Maudits soient tous les héros. Il avait été soldat pendant un temps, à Dross-Court-Swain, et cela lui avait bien plu. Mais les escarmouches Satuli s'étaient transformées en véritable guerre de frontières, et cela avait perdu tout son charme. Il s'était pourtant bien débrouillé, il avait même eu une promotion. Son officier supérieur avait trouvé qu'il avait un don pour la tactique. Mais ils ignoraient tout de ces nuits blanches. Ces hommes l'avaient respecté, ils n'en doutaient pas. Mais c'est parce qu'il avait été très prudent, voire précautionneux. Il était parti avant que ses nerfs ne le trahissent. « Est-ce que vous êtes fou, Rek ?» lui avait demandé Ganjavi quand il avait démissionné. « La guerre prend de l'ampleur. Il y a de nouvelles troupes qui arrivent et un brillant officier comme vous peut facilement faire carrière. En moins de 6 mois, vous commanderiez une centurie. On vous remettrait peut-être l'aigle de Gann. Je sais tout cela, monsieur, et croyez-moi, je suis désolé de devoir manquer toute l'action. Mais c'est une affaire de famille. Bon sang, je donnerais mon bras droit pour pouvoir rester, vous le savez bien. Oui, mon garçon. Et par Misaël, vous allez nous manquer. Votre troupe va être catastrophée. Si jamais vous changez d'avis, il y aura toujours une place pour vous ici. N'importe quand. Vous êtes un soldat né. Je m'en souviendrai, monsieur. Merci pour votre aide et vos encouragements. Encore une chose, Rek, fit Ganjavi, en s'enfonçant plus profondément dans son fauteuil. Vous avez entendu des rumeurs comme quoi les nadirs se préparaient à envahir le sud? Il y a toujours eu de telles rumeurs, monsieur, répondit Rek. C'est vrai. Cela fait des années qu'elles circulent. Mais Ulrich est un petit futé. Il a déjà conquis la plupart des hordes. Et je crois qu'il sera bientôt prêt. Mais Abaleï vient juste de signer un traité avec lui, rétorqua Rek. La paix mutuelle en retour de concessions commerciales afin de financer son programme de construction. C'est bien là le problème, mon garçon. Je n'ai rien à redire contre Abaleïn. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'il dirige Draenei. Mais on n'arrête pas des loups en les nourrissant, croyez-moi. Enfin, ce que je dis, c'est que d'ici peu, on va avoir besoin d'hommes comme vous. Alors ne vous encroûtez pas. La dernière chose dont Draenei avait besoin à l'heure actuelle, c'était d'un homme qui avait peur du noir. Ce dont elle avait réellement besoin, c'était d'un Karnak n'a qu'un œil. D'une bonne vingtaine, plutôt. D'un comte de bronze, ou d'une centaine de gars comme Drus la légende. Et même si par miracle elle les avait, pourrait-il endiguer une marée d'un demi-million de nadirs? D'ailleurs, qui peut concevoir un tel nombre? Ils allaient submerger Drosdelnock comme une mer en furie. Rek en était sûr. Et même si je pensais qu'il pourrait y avoir une chance, je n'irais pas. Admets-le, pensa-t-il, même si la victoire était certaine, il éviterait la bataille. Dans une centaine d'années, qui se préoccuperait de savoir si les Draenei avaient survécu? Ce serait comme la passe de Skeln, enrobée de légendes et glorifiée plus que de raison. La guerre. Les mouches faisant comme une tache sombre sur les entrailles d'un homme qui pleure de douleur, maintenant son corps en un seul morceau à l'aide de ses doigts rougis, priant pour un miracle. La faim, le froid, la peur, la maladie, la gangrène, la mort. Il laissait la guerre aux guerriers. Le jour où il avait quitté Dross-Court-Swain, un de ses cals s'était approché de lui et lui avait tendu en tremblant un paquet enveloppé fermement. « De la part de la troupe, monsieur !» lui avait-il dit. Il avait ouvert l'emballage dans un silence gêné, pour découvrir un manteau bleu avec une broche en forme d'aigle, taillée dans le bronze. « Je ne sais pas comment vous remercier tous. »« Les hommes veulent que je vous dise, on est désolé que vous partiez.
C'est tout, monsieur. Moi aussi je suis désolé, Korvac. Problème familial, comme tu le sais peut-être. L'homme avait acquiescé, souhaitant probablement avoir lui aussi un problème familial qui lui aurait permis de quitter la Drosse. Mais un Khal n'avait pas le droit de démissionner. Seule la caste des Dunn avait la permission de quitter la forteresse en temps de guerre. Eh bien, bonne chance, monsieur. À bientôt, j'espère. On espère tous. Oui, bientôt. C'était il y a 2 ans. Ganjavi était mort d'une crise cardiaque, et la majorité des frères d'armes de Rek étaient morts dans des batailles face aux Satuli. Ils ne savaient pas ce qu'étaient devenus ces Khals. Les jours passèrent, froids, tristes, mais heureusement sans incident, jusqu'au matin du 5e jour. Quand, surplombant de la piste un groupe d'élans, il entendit le son qu'il détestait par-dessus tout, celui de l'acier qui s'entrechoque. Il aurait dû continuer son chemin, il savait que cela valait mieux. Mais pour une raison qu'il ignorait, sa curiosité prit le pas sur sa peur. Il attacha le cheval, mit le carquois sur son dos et saisit l'arc en corne. Puis, prudemment, il se fraya un chemin entre les arbres, jusqu'à un vallon enneigé. Se déplaçant sans bruit tel un chat, il déboucha dans une clairière. Des sons de bataille y résonnaient. Une jeune femme en armure d'argent et de bronze se tenait le dos à un arbre, repoussant de manière désespérée les assauts combinés de 3 hors-la-loi, des costauds, barbus, armés d'épées et de dagues. La femme maniait une lame très fine, qu'on apercevait à peine, une rapière qui semblait danser dans l'air, qui coupait et pointait à une vitesse dévastatrice. Les 3, au mieux des escrimeurs maladroits, se gênaient mutuellement. Cependant, la fille s'épuisait rapidement. C'étaient des hommes à Reynard, Rek en était certain. Il maudit sa propre curiosité. L'un des attaquants hurla, car la rapière venait de lui transpercer le bras. « Prends ça, espèce de bousier !» cria la fille. Rek sourit. Ce n'était pas une beauté, mais elle savait manier l'épée. Il encocha une flèche et attendit le meilleur moment pour tirer. La fille plongea pour esquiver une attaque brutale et riposta de manière foudroyante, enfonçant sa lame dans l'œil d'un des hors-la-loi. Les autres reculèrent soudain inquiets, en voyant leurs compagnons s'écrouler dans un râle. Ils se séparèrent afin de pouvoir attaquer chacun de leur côté. La fille avait craint ce moment, car sa seule défense était la fuite. Son regard passa d'un homme à l'autre. « Occupe-toi du grand d'abord, oublie l'autre, et prie pour que sa première attaque ne soit pas mortelle. Peut-être même qu'elle pourrait les entraîner tous les deux dans la mort. » Le grand se déplaça vers la gauche, pendant que l'autre se dirigeait vers la droite. À ce moment précis, Rek tira dans le dos du grand. Mais la flèche se planta dans son mollet. Rapidement, il encocha une deuxième flèche, tandis que l'homme abasourdi se retournait, et, le voyant, fonçait sur Rek à cloche-pied en hurlant sa rage. Rek tira sur la corde jusqu'à ce qu'elle lui touche la joue, bloqua son bras gauche et décocha. Cette fois-ci, il avait un peu mieux visé. Il avait visé la cage thoracique, la plus grosse cible, mais la flèche était passée au-dessus. Et maintenant le hors-la-loi était étendu sur le dos, une flèche empennée de noir dépassant de son front, du sang giclant à gros bouillons dans la neige. « Vous avez pris votre temps avant d'intervenir ?» lança froidement la fille, enjambant le corps du 3e hors-la-loi et essuyant sa fine lame sur sa chemise. Rek arracha ses yeux du visage de l'homme qu'il venait de tuer. « Je viens juste de vous sauver la vie, » rétorqua-t-il, tout en cherchant une réponse un peu plus méchante. Elle était grande et bien bâtie, presque masculine. Ses cheveux mal peignés étaient longs et châtain clair. Ses yeux étaient bleus et bien enfoncés sous des sourcils bruns épais, qui indiquaient une humeur incertaine. Ses formes étaient masquées par une cotte de mailles plaquée argent et des épaulettes de bronze. Ses jambes étaient enchâssées dans un pantalon informe en tartan vert, accroché aux cuisses par des lacets de cuir. « Eh bien, qu'est-ce que vous regardez ?» demanda-t-elle. « Vous n'avez jamais vu de femme avant ?»« Voilà qui répond à la première question, » fit-il. « C'est-à-dire ? Vous êtes une femme. Très drôle. » Elle récupéra un juste-au-corps en peau de mouton au pied de l'arbre, en ôta la neige et l'enfila. « Ça ne l'arrange pas plus, » songea Rek. «
Ils m'ont attaqué, fit-elle. Ils ont tué mon cheval, les salauds. Où est le vôtre ? Votre gratitude m'étouffe, dit Rek, une pointe de colère dans la voix. Ce sont des hommes de Reynard. Vraiment ? C'est un de vos amis ? Pas vraiment. Mais si jamais il apprend ce que je viens de faire, il me fera rôtir les yeux et me les fera manger en guise de hors-d'œuvre. Très bien, je vois ce que vous voulez dire. Je vous suis infiniment reconnaissante. Et maintenant, où est votre cheval ? Rek l'ignora, serrant les dents pour ne pas exploser. Il marcha jusqu'au hors-la-loi qu'il avait tué et retira ses flèches, puis les nettoya sur la chemise du mort. Ensuite, méthodiquement, il fouilla les poches des 3 cadavres. Plus riche de 7 pièces d'argent et de quelques anneaux en or, il retourna vers la fille. « Mon cheval n'a qu'une selle et je vais dessus », fit-il sur un ton glacial. « J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire pour vous, maintenant débrouillez-vous. »« Sacrément chevaleresque de votre part, » fit-elle. « La chevalerie n'est pas mon fort, » dit-il, s'éloignant. « Pas plus que le tir à l'arc » répondit-elle. « Pardon ? Vous visiez son dos à 20 pas et vous avez touché sa jambe. C'est parce que vous avez fermé un œil. Ça a gâché votre sens des perspectives. Merci pour la leçon. Bonne chance. »« Attendez » fit-elle. Il se retourna. « J'ai besoin de votre cheval. »« Moi aussi ?»« Je vous paierai. Il n'est pas à vendre. »« Très bien. Alors je vous paierai si vous m'emmenez jusqu'à un endroit où je puisse acheter un cheval. »« Combien ?» fit-il. « Un rack d'or. »« 5. » dit-il. « Je pourrais m'acheter 3 chevaux pour ce prix-là, » fulmina-t-elle. « C'est un marché favorable aux vendeurs, » rétorqua-t-il. « 2, et c'est mon dernier mot. 3. »« D'accord, 3. Et maintenant, où est votre cheval ? Voyons d'abord l'argent, ma bonne dame. » Il tendit la main. Ses yeux bleus étaient glacés alors qu'elle sortait les pièces d'une bourse de cuir pour les placer dans sa paume. « Mon nom est Régnac, mais mes amis m'appellent Rek, » fit-il. « Je m'en moque complètement, » affirma-t-elle. Chapitre 3. Il chevauchait dans un silence aussi glacé que l'air ambiant. La grande fille était assise derrière Rek, sur sa selle. Il résistait au désir de forcer l'allure malgré la peur qui lui rongeait le ventre. Il serait injuste de dire qu'il s'en voulait de l'avoir sauvée. Après tout, cela avait fait du bien à son amour-propre. Maintenant, sa peur, c'était de rencontrer Reynard. Cette fille ne saurait pas tenir sa langue si jamais il devait mentir et jouer les hypocrites. Et même si par hasard elle parvenait à se taire, elle le dénoncerait par la suite pour avoir divulgué des renseignements sur les caravanes. Le cheval trébucha sur une racine et la fille balança sur les côtés. La main de Rek fusa et lui attrapa le bras, l'aidant à se remettre en selle. « Accrochez-vous à ma taille, nom d'un chien !» dit-il. « Combien ça va me coûter ? Faites-le, il fait trop froid pour se chamailler. » Ses bras se glissèrent autour de lui, sa tête posée contre son dos. De gros nuages sombres planaient au-dessus d'eux, et la température commença à chuter. « Nous ne devrions plus tarder à monter le campement, » déclara-t-il. « Le mauvais temps se rapproche. »« Je suis d'accord, » dit-elle. La neige se mit à tomber, et le vent se leva. Rek courba l'échine sous la force de la tempête. Les flocons de neige lui faisaient cligner des yeux. Il guida le hongre en dehors de la piste pour s'abriter sous les arbres, agrippant le pommeau de sa selle comme le cheval gravissait la pente. Camper en terrain dégagé par tant de tempêtes, c'était de l'inconscience, il le savait. Il leur fallait une grotte, ou au minimum un gros rocher qui les abriterait du vent. Ils avancèrent ainsi pendant une bonne heure, jusqu'à ce qu'enfin ils pénètrent dans une clairière entourée de chênes et d'ajoncs. En plein milieu se tenait une cabane de petits fermiers. Ses murs étaient en rondins et son toit en terre. Rek regarda la cheminée de pierre. Pas de fumée. Il donna un coup de talon au hongre épuisé pour qu'il avance. Sur le côté de la cabane, il y avait un appentis à 3 faces, dont le toit en osier penchait dangereusement sous le poids de la neige. Il mena le cheval à l'intérieur. « Descendez !» dit-il à la fille, mais les mains ne bougèrent pas de sa taille. Il baissa les yeux. Les mains étaient bleues. Il se mit à les frotter énergiquement. « Réveillez-vous » cria-t-il. « Bon sang, mais réveillez-vous »
Il défit les mains et descendit de cheval juste à temps pour la rattraper. Les lèvres de la jeune fille étaient bleues et ses cheveux durcis par la glace. Il la prit sur son épaule, ôta le paquetage du cheval, le dessangla et porta la fille dans la cabane. La porte en bois était ouverte. Il entra dans la pièce glacée, emmenant avec lui un peu de neige virevoltante. La cabane était composée d'une seule pièce. Il y vit un lit de camp dans un coin sous l'unique fenêtre, une cheminée, des placards tout simples et une réserve de bois qui pouvait leur durer 2 nuits, voire 3, contre le mur le plus éloigné. Il y avait aussi 3 chaises de mauvaise facture et une table, taillée à même un vieux tronc d'orme. Rek déposa la fille évanouie sur le lit. Puis il trouva un balai sous la table et enleva la neige de la pièce. Il ferma la porte, mais un des gonds de cuir trop usé lâcha, et elle se rouvrit en haut. Il poussa un juron, tira la table vers l'entrée, et après l'avoir fait basculer, la cala contre la porte. Rek ouvrit son paquetage, en sortit son briquet à Amadou et se dirigea vers la cheminée. Quelle que soit la personne à qui avait appartenu cette cabane, ou qui l'avait construite, elle avait laissé déjà de quoi faire un feu dans la cheminée qui ne demandait qu'à être allumée. C'était une tradition dans ces régions reculées. Rek ouvrit sa bourse à Amadou et fit un petit tas de feuilles sèches écrasées qu'il plaça sous les brindilles dans l'âtre. Par-dessus, il versa un peu d'huile de lanterne qu'il gardait dans une flasque et alluma son briquet. Ses doigts étaient gelés et maladroits, si bien qu'il n'arrivait pas à produire d'étincelles. Il s'arrêta un instant, se forçant à prendre de petites respirations. Puis il s'activa de nouveau sur la pierre à briquet, et cette fois une étincelle jaillit, et l'amadou se mit à rougir. Il se pencha davantage dans l'âtre et souffla sur l'amadou. Alors, tandis que les brindilles commençaient à s'enflammer, il partit chercher des branches un peu plus grosses dans la réserve, pour les mettre doucement au sommet du petit feu. Les flammes se mirent à danser plus haut. Il apporta 2 chaises à côté de la cheminée, posa ses couvertures dessus devant le feu et repartit s'occuper de la fille. Elle était allongée sur le lit rudimentaire, respirant à peine. « C'est à cause de cette saloperie d'armure » fit-il. Il démêla les attaches du pourpoint et la retourna pour lui enlever. Rapidement, il la déshabilla et décida de la frictionner afin de faire revenir un peu de chaleur dans son corps. Il jeta un coup d'œil au feu et y rajouta 3 bûches pour l'entretenir. Puis il prit les couvertures chaudes et les étala sur le sol devant la cheminée. Il souleva la fille du lit, la déposa le dos au feu et se remit à la frictionner. « Toi, tu vas pas me claquer entre les doigts, c'est moi qui te le dis !» rugit-il en pétrissant ses jambes. « Tu m'entends ? T'as pas intérêt !» Il sécha ses cheveux avec une serviette et l'enveloppa dans les couvertures. Le sol était froid. Le givre filtrait par-dessous la cabane. Il rapprocha le lit de la cheminée et se débrouilla pour allonger la fille dessus. Son pouls était lent, mais régulier. Il contempla son visage. Il était magnifique. Pas dans le sens classique du terme, évidemment, parce que ses sourcils étaient trop épais et sombres. Son menton était trop carré, ses lèvres trop grosses. Pourtant, on pouvait y lire force, courage et détermination. Mais plus important encore, dans son sommeil, ce visage exprimait une douceur enfantine. Il l'embrassa tendrement. Puis il reboutonna sa veste en peau de chèvre, dégagea la table et sortit dans la tempête. Le hongre renifla à son approche. Il y avait de la paille dans la pantille. Il en prit une pleine poignée et bouchonna le cheval. « Ça va être une nuit bien froide, mon garçon, mais tu devrais être à l'abri ici. » Il étendit le tapis de sel sur le dos du hongre, lui donna un peu d'avoine à manger et retourna dans la cabane. La fille avait repris des couleurs. Elle dormait paisiblement. En fouillant dans les placards, Rek trouva une vieille poêle en fer. De son paquetage, il sortit une livre de viande de bœuf séchée et commença à préparer une soupe. Il était réchauffé à présent. Aussi enleva-t-il son manteau et sa veste. Dehors, le vent frappait violemment contre les murs. La tempête grandissait. Mais à l'intérieur, le feu diffusait de la chaleur, et une légère teinte rougeâtre remplissait toute la pièce. Rek retira ses cuissardes et se massa les orteils. Il se sentait bien.
vivant, et il avait une faim de loup. Il sortit une tasse en argile gainée de cuir de son paquetage et goûta la soupe. La fille remua, et il hésita à la réveiller. Finalement, il n'en fit rien. Elle était jolie comme elle était. Réveillée, c'était une harpie. Elle se retourna en gémissant. Ses longues jambes se dégagèrent des couvertures. Rek eut un sourire en coin en repensant à son corps. Il n'était pas si masculin que ça, en fait. Elle était costaude, mais très bien proportionnée. Il contempla ses jambes, et son sourire s'éclipsa. Il s'imaginait nu à côté d'elle. « Non, 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 Rek, dit-il à voix haute. Oublie ça. Il replaça correctement les couvertures et repartit s'occuper de sa soupe. Tiens-toi prêt, se dit-il. Quand elle va se réveiller, elle va t'accuser d'avoir abusé d'elle et va vouloir t'arracher les yeux. Il prit son manteau pour se couvrir et s'étendit près du feu. Le sol était bien plus chaud maintenant. Il ajouta quelques bûches, se servit de son bras comme d'un oreiller et se mit à regarder les flamèches danser en cercle et sauter, virevolter et tournoyer. Il s'endormit. C'est l'odeur du bacon frit qui le réveilla. Il faisait bon dans la cabane. Son bras était ankylosé et meurtri. Il s'étira, grogna et s'assit. La fille n'était pas en vue. Soudain la porte s'ouvrit et elle entra dans la pièce, brossant la neige de son pourpoint. « Je me suis occupé de votre cheval, fit-elle. Vous vous sentez prêt à manger ? Oui. Et quelle heure est-il ? Le soleil est levé depuis 3 heures. La neige s'est arrêtée pour l'instant. Il redressa son corps tout endolori, tirant sur ses dorsaux. J'ai passé trop de temps à Drenan, dans des lits trop moelleux, expliqua-t-il. C'est ce qui explique sans doute votre bedaine. Ma bedaine ? J'ai une colonne vertébrale courbée, oui. De toute façon, ce sont des muscles au repos, ça se voit, non ? Il baissa les yeux. D'accord, c'est une bedaine. Mais si on continue comme ça, dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. Je veux bien vous croire, dit-elle. Nous avons eu de la chance de trouver cet endroit. En effet. La conversation mourut tandis qu'elle retournait le bacon. Le silence mettait Rek mal à l'aise, et ils se mirent à parler tous les deux au même moment. Ça devient ridicule, finit-elle par dire. Oui, acquiesça-t-il. Le bacon sent très bon. Écoutez, je veux vous remercier. Voilà, je l'ai dit. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Et si on essayait de recommencer à zéro, comme si l'on ne s'était jamais rencontrés ? Je m'appelle Rek. Il tendit la main. Virae, fit-elle, l'agrippant par le poignet à la manière des guerriers. Enchanté, dit-il. Et qu'est-ce qui vous amène dans la forêt de Graven, Virae ? Ce ne sont pas vos oignons, lâcha-t-elle. Je croyais qu'on repartait à zéro, dit-il. Je suis désolé, vraiment. Écoutez, j'ai du mal à être amical. Je ne vous aime pas beaucoup. Comment pouvez-vous dire ça ? On n'a pas dû échanger plus de 10 mots. Vous ne croyez pas que vous êtes un peu rapide pour juger les gens ? Je connais les gars dans votre genre, fit-elle. Elle prit 2 assiettes et y fit adroitement glisser le bacon. Elle lui entendit une. Arrogant, se prenant pour le nombril du monde, sans attache. Et alors, où est le problème ? Demanda-t-il. Personne n'est parfait. Moi, j'aime bien ma vie. C'est la seule que j'ai. C'est à cause de gens comme vous que le pays va à volo, lui dit-elle. Les gens indifférents à tout, les égoïstes et les cupides. Dans le temps, nous étions une grande nation. N'importe quoi. Dans le temps, nous étions des guerriers, oui. Nous allions conquérir chaque peuple et les marquions au fer rouge des règles Drenaï. La peste que tout ça. Il n'y avait aucun mal à ça. Les peuples que nous avons conquis n'ont-ils pas prospéré ? Nous avons construit des écoles, des hôpitaux, des routes. Nous avons encouragé le commerce. Nous avons offert nos lois Drenaï au monde entier. Alors ça ne devrait pas vous mettre dans un état pareil, lui dit-il. Que le monde change. Bientôt ce seront les lois Nadir. La seule raison pour laquelle nous avons réussi ces conquêtes, c'est que nos voisins étaient décadents. Ils étaient devenus gras et flemmards, toujours contents d'eux, des cupides qui ne pensaient qu'à eux. C'est ainsi que s'effondrent les nations.
Oh, alors comme ça, monsieur est philosophe, dit-elle. Eh bien, je trouve que vos opinions sont comme vous, elles ne valent rien. Oh, alors comme ça, je ne vaux rien. Que savez-vous de ceux qui ne valent rien, vous qui vous baladez déguisés en homme? Vous êtes une parodie de guerrier. Si vous tenez tellement à conserver vos valeurs Draenei, pourquoi n'allez-vous pas rejoindre tous les autres imbéciles à Drosdelnock pour y agiter votre mignonne petite épée devant les nadirs? J'en viens juste. Et j'y retourne dès que j'aurai accompli ce que je devais faire, dit-elle d'un ton glacé. Alors vous êtes une idiote, dit-il sans conviction. Vous avez été un soldat, pas vrai? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pourquoi avez-vous quitté l'armée? Occupez-vous de vos fesses. Il fit une pause, puis, pour briser ce silence désagréable, il reprit. Nous devrions être à Glenfrenae cet après-midi. C'est un tout petit village, mais on y vend des chevaux. Ils finirent leur repas sans un mot. Rek était en colère et mal à l'aise, et il avait de la peine à faire le lien entre les deux. Elle nettoya les assiettes et la poêle, elle aussi embarrassée, mais par sa cotte de maille. Virae enragée contre elle-même. Elle n'avait pas voulu se quereller avec cet homme. Pendant des heures, il avait dormi alors qu'elle arpentait la pièce, faisant tout son possible pour ne pas le déranger. Au début, en se réveillant, elle avait été furieuse et gênée aussi par ce qu'il avait fait, mais elle en savait suffisamment sur les engelures et le froid pour comprendre qu'il lui avait sauvé la vie. Et il n'avait pas abusé d'elle. S'il l'avait fait, elle l'aurait tué sans hésitation et sans regret. Elle l'avait étudié dans son sommeil. D'une certaine manière, elle l'avait trouvé assez beau. Puis elle décida que s'il était beau selon certains critères à la mode, c'étaient d'autres qualités moins apparentes qui le rendaient attirant. Une forme de douceur peut-être, une certaine sensibilité. C'était dur de mettre le doigt dessus. Pourquoi était-il si attirant? Cela la rendait furieuse. Elle n'avait vraiment pas le temps pour une idylle. Alors une pensée amère la percuta. Elle n'avait jamais eu le temps pour une idylle. Ou est-ce que c'était l'idylle qui n'avait jamais eu de temps à lui consacrer? Comme femme, elle était maladroite, et quand elle était en compagnie d'hommes, elle ne se sentait pas sûre d'elle, sauf dans le combat ou la camaraderie. Les mots de Rek résonnèrent à son oreille. Que savez-vous de ceux qui ne valent rien, vous qui vous baladez déguisés en homme? Par 2 fois, il lui avait sauvé la vie. Pourquoi est-ce qu'elle lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas? Parce qu'elle avait peur? Elle l'entendit sortir de la cabane, et soudain retentit une étrange voix. « Régnac, mon cher, est-il vrai que tu as une femme à l'intérieur ?» Elle se précipita vers son épée.